Bonjour à tous, j'espère que vous allez excellemment bien. Et oui, on est en février, mais on continue de faire les présentations d'équipes. C'est pas comme si on avait un gros retard. Et du côté des équipes de deuxième division, aujourd'hui, on s'attaque aux Basques de la Euskaltel Euskadi. On va revenir sur la saison 2024. Et puis sur l'effectif, sur les coureurs à suivre. Comme d'habitude, du côté de ces vidéos, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à réagir dans les commentaires, à mettre un pouce bleu, à partager la vidéo sur les réseaux sociaux, notamment auprès de vos proches, si vous pensez que ça peut les intéresser. Dans les commentaires, n'hésitez pas à me dire qui vous a plu, qui vous a déçu, qui vous allez suivre en 2024, en 2025 plutôt dans cette équipe. Et oui, on est en 2025 depuis plus d'un mois. Et puis, si vous avez les moyens et que vous voulez soutenir mon travail, vous pouvez faire un super fan. Je remercie les gens qui le font, c'est dans les commentaires. Et puis, vous pouvez également ajouter la petite cloche. Comme ça, vous êtes au courant des dernières vidéos qui sortent. On commence tout de suite avec Euskaltel Euskadi, l'équipe basque. Alors, je rappelle, il y a eu une équipe Euskaltel Euskadi dans les années 90-2000. On parlait notamment d'Unai Etxebarria, d'Emar Zubeldia également, pour ceux qu'on connu. Parce qu'il y a le fiston qui est dans l'équipe aujourd'hui. Mais c'était pas la même structure. L'équipe s'est arrêtée en 2013 et il y a eu une nouvelle structure qui a été créée et qui est devenue au fur et à mesure du temps Euskaltel Euskadi, mais avec des moyens qui sont bien moins importants. Enfin si, ça doit être à peu près les mêmes moyens, parce qu'à l'époque le World Tour coûtait moins cher, mais avec des moyens qui sont quand même limités, toujours avec l'idée de miser quand même sur le cyclisme espagnol et le cyclisme basque, et d'essayer de former des jeunes talents. C'est fait partie des petits projets de deuxième division et des projets qui ont de plus en plus de mal à exister aujourd'hui. Plus en plus de mal à exister parce que le budget est pas énorme, parce qu'aujourd'hui on a des armadas en deuxième division et qu'à Euskaltel c'est peut-être 5 millions d'euros. Donc c'est vrai que c'est compliqué de rivaliser avec les meilleures structures quand on n'a pas tant de moyens que ça, mais c'est surtout compliqué parce que c'est une équipe qui a du mal à progresser, et puis en Espagne il y a quand même une concurrence maintenant en deuxième division. Autant on n'a qu'une équipe en World Tour, autant on a quand même 4 équipes en deuxième division. Et c'est vrai que la Cara Rural et la Kern Pharma, ayant fait en plus une bonne Vuelta, la Kern Pharma c'est quand même au-dessus, je trouve, de ce qu'est capable de proposer la Euskaltel. Et puis la Kern Pharma est également dans la même idée, d'essayer de former des jeunes coureurs espagnols. Et puis vous avez Burgos aussi, qui a aussi son petit territoire un petit peu pour essayer de former des jeunes. Donc ce qui fait que tu commences à avoir quand même du mal à attirer, parce que à une époque la Cara Rural ça faisait partie des équipes amateurs réserves de la Euskaltel, Burgos aussi, sauf que maintenant ce sont devenus des adversaires. Le monde a changé, le cyclisme a changé, et c'est vrai que le projet Euskaltel aujourd'hui en deuxième division, c'est des projets comme Flanders Baloise qui sont de plus en plus compliqués à mener. Vu le niveau déjà de la deuxième division, mais vu aussi la concurrence des équipes réserves. Alors encore une fois, Movistar n'ayant pas d'équipe réserve, ça aide. Mais bon, il y a quand même les équipes réserves. Vous avez du mal donc désormais à avoir un bon niveau en World Tour. Et c'est vrai que à Euskaltel, quand l'équipe s'est appelée Euskadi, cette formation-là, il y avait des bons résultats. Ça s'est quand même bien dégradé depuis 2019-2020, et c'est vrai que l'après-Covid est quand même un peu compliqué, je trouve, pour sa structure qui devient de moins en moins visible. Et puis, ça va commencer à être de plus en plus compliqué d'être visible, parce que quand vous êtes au-delà du top 30 UCI, normalement, bientôt, plus de grand tour aussi. Et là où à Euskaltel, c'est ce qui permet aujourd'hui de visibilité cette équipe, c'est que tous les 2 ans, elle fait la Vuelta. Sauf qu'aujourd'hui, c'est une équipe qui a quand même du mal, même à accéder à des épreuves World Tour, à être invité sur ces épreuves-là et à être invité sur les grosses épreuves. Donc ça commence à être compliqué, je trouve, pour cette équipe. Les résultats, retour sur 2024 et les résultats en 2024 de cette structure, c'est pas folichon. C'est pas folichon. Il y a eu certes la 2e place au Giro della Romagna de Johan Baou. On a dû aller au Langawi, on a dû aller au Tour du Portugal pour obtenir des résultats.
Mais en gros, c'est une équipe qui n'arrive plus à gagner. C'est vrai que l'an dernier, ils avaient pas mal de coureurs âgés. Bon, ils ont un peu rajeuni l'effectif, c'est quand même pas excellent dans le rajeunissement de l'effectif. Et tu vois que ce côté 100% espagnol, bon déjà l'an dernier avec James Fouché qui était allé dans cette structure, mais c'est de moins en moins une équipe 100% espagnole. On sent qu'on essaye un peu de certains nationaliser pour essayer de récupérer des points. J'ai le même sentiment en 2024-2025 avec la Euskaltel Euskadi que en 2012-2013 avec cette structure qui avait le même nom. C'est-à-dire qu'on a l'impression qu'on est sur la fin de quelque chose et qu'on n'arrive pas à relancer, qu'on n'arrive pas à rebondir et qu'on est peut-être sur la fin, en fait, tout simplement, et qu'on n'arrive pas à se restructurer. Quand tu vois aussi qu'à l'équipe il bat les barres, par exemple, pour les jeunes coureurs espagnols, c'est vrai qu'aujourd'hui, les jeunes coureurs espagnols, qu'est-ce qu'ils font qu'ils iraient chez Euskaltel Euskadi par rapport à d'autres structures? Je vois peu d'intérêt d'aller chez Euskaltel. Parce que l'équipe, elle est un peu faiblarde quand même. Donc ça veut dire que même si tu as un jeune en montagne prometteur, tu vas pas être vraiment épaulé. Donc ça va être dur de se montrer. Parce qu'au niveau du sprint, si tu as un bon sprinter espagnol aujourd'hui, faut mieux aller dans une équipe étrangère, hein, très clairement dans cet exercice-là. Donc ça commence à être difficile d'attirer, je pense, les meilleurs jeunes coureurs. Et puis après, t'as l'impression que les anciens, ils sont un peu là en tant que maison de retraite, quoi. C'est vrai que les Luis Andrel Maté, Aberasturi et tout ça, tu sens qu'on est plus là pour continuer à courir sur certaines grosses courses, mais qu'on n'a plus forcément de possibilité d'être hyper performant, quoi. Donc heureusement, il y a eu, la troisième place également sur la Vuelta de Yon Aberasturi, mais ça reste faiblard, quoi, hein, tout simplement du côté de la Euskaltel Euskadi en termes de résultats. On regarde les victoires, ça va aller assez vite, il n'y en a eu qu'une seule victoire l'an dernier, Luis Andrel Maté. On est assez loin peut-être des meilleures saisons de cette structure, même si c'est quand même une équipe qui n'a jamais énormément gagné, hein, la Fondation Euskadi au tout début en 2018-2019, qui est devenue ensuite à Euskaltel Euskadi en 2020, avec le retour du sponsor espagnol. Hein, au maximum, cette équipe a remporté 2 victoires. C'était en 2021, 2022 et 2023. Donc une seule victoire cette année. Ce qui fait qu'avec une seule victoire, cette équipe est au final assez loin au classement World Tour. Hein, une victoire à Euskaltel Euskadi, c'est la 129e équipe. Donc assez loin des meilleures structures de deuxième division, avec une seule victoire, un seul petit résultat positif du côté de cette structure. Il aura fallu 209 jours avant de s'imposer en 2024, c'est similaire en fait à 2023, vu qu'à chaque fois cette victoire s'est déroulée lors du Tour du Portugal, et à chaque fois c'était Luis Andrel Maté sur cette épreuve. Et puis en termes de points, Pro Cycling Stats, donc je rappelle qu'il regroupe les 100 meilleurs résultats de chaque équipe, eh bien on est moins bien en 2024 qu'en 2023. On est au même niveau qu'en 2021 hein, du côté de cette structure. Donc c'est pas catastrophique, mais on voit bien qu'on n'est pas en capacité de rivaliser avec les meilleures équipes de la planète, hein, tout simplement parce qu'on n'a pas ces possibilités-là. On regarde tout de suite les transferts, parce que j'ai pas grand chose d'autre à dire sur cette structure. C'est vrai que c'est pas mon équipe de cœur, hein, Euskaltel Euskadi. On va regarder tout de suite les transferts, pas mal de changements cette année dans cette équipe, avec 9 arrivées pour 9 départs. Des départs à la retraite pour Quadrado, Azumendi, Luis Andrel Maté et Mikel Iturria, mais qui étaient partis à la retraite assez tôt, je crois. Echevarria, lui n'a pas trouvé de point de chute. Et puis on a Rohan Baou qui est parti à la Kararura, James Fouché qui ne sera resté qu'un an, retourne en Nouvelle-Zélande dans une équipe continentale, Xavier Canielas qui rejoint la Sapgal, et puis Asparen qui rejoint la Q36.5. Du côté des arrivées, eh bien on s'internationalise
avec un coureur hongrois, Marton Dina, qui était dans une équipe qui s'appelait NTT Investment, qui est tchèque. Il y a David Decker qui arrive de la Arkea, Jordi Lopez de la Kern Pharma, Joachim Moulgualde qui était à la Cara Rural, Ron Aguirre qui était à la Kern Pharma, Paul Hennequin, jeune coureur français qui était à la Nice Métropole, Danny van der Tuck à la Kern Pharma, Louis Sutton qui a été à l'AVC Aix-en-Provence en France, et puis Ander Ganzabal qui était à la Laboral Cuccia Fondation Ciclista Euskadi, donc l'équipe réserve. Ce qui fait qu'en 2025, eh bien, cette équipe est composée de seulement 21 coureurs, le plus jeune étant Iker Bonillo, le plus âgé Victor Delaparté, ancien coureur de la Total Energy qui a 38 ans et 227 jours. 3 coureurs ont plus de 30 ans, mais ils ont également plus de 35 ans. Biscara, Aberastouri et Delaparté. Et par contre, la moitié de l'effectif à moins de 25 ans. On va dire plutôt un tiers de l'effectif à moins de 25 ans, avec quand même pas mal de coureurs qui ont moins de 23 ans, et notamment Paul Hennequin ou encore Alustiza Zubeldia, notamment Louis Sutton ou encore Xavier Izaza. C'est une équipe qui est plutôt dans la moyenne basse au niveau de l'âge en World Tour, avec 26 ans. Enfin, de la moyenne d'âge en deuxième division, pardon, avec 26 ans. Alors certes, c'est moins que la Total Energy ou que la Tudor, mais c'est quand même plus que la Cara Rural ou que l'Equipo Kern Pharma du côté de cette structure. On perd quand même, pour moi, un pourvoyeur de résultats du côté de cette équipe, qui était Baou. Mais on récupère des coureurs comme Decker, Paul Hennequin. On verra comment ça peut se passer pour ces coureurs-là. Bon, là encore, j'ai pas grand-chose à dire sur l'effectif, à part qu'il est quand même assez resserré. Et là aussi, c'est vrai que maintenant en deuxième division, 20 coureurs, c'est pas énorme. Quand on regarde ce que sont capables de faire d'autres structures. Dans cette catégorie, 21 coureurs. Alors il y a Novo Nordisk, qu'on a un de moins, mais... Voilà, on fait partie des petites structures en termes de nombre de coureurs, et c'est pas forcément évident avec aussi peu de coureurs de réussir à être performant en de seconde division. On regarde tout de suite les résultats du côté de cette formation, et surtout on va regarder on a déjà fait les résultats, on va plutôt passer aux coureurs à suivre du côté de l'équipe Euskaltel-Euskadi. Je commence avec le français Paul Hennequin. C'est vrai qu'un français chez Euskaltel, c'est pas arrivé souvent. Dans l'ancienne structure, ce n'était arrivé qu'à 2 reprises. Donc c'est au final presque seulement le 3e français qui court avec ce maillot orange de la Euskaltel-Euskadi. En plus, le maillot à l'époque n'était pas orange. Coureur Paul Hennequin qui a assez peu couru l'an dernier, mais qui a arrêté assez tôt au mois de juillet. Coureur qui a été souvent performant en Afrique, Tour d'Algérie, Tour du Maroc, Tour du Kosovo également, parmi ses résultats majeurs en carrière. C'est également un coureur qui avait été bon l'an dernier sur les 4 jours de Dunkerque, notamment l'étape du Touquet ou l'étape de Pont à Marc. Et puis il avait été bon également sur la dernière étape du Région Pays de la Loire Tour, sur l'étape du Mans, présent également sur le Tour de la Provence. Donc c'est un coureur qui avait fait plutôt un début de saison intéressant sur les épreuves françaises, avec des places d'honneur. Et puis il y a eu cet abandon sur le Tour de l'Ain. Mais c'est un coureur qui a du potentiel, notamment en tant que sprinter. Il passe également plutôt bien les bosses, Paul Hennequin. Donc c'est un coureur qu'on suivra, et puis ça permettra peut-être d'avoir quelques invitations sur des manches françaises. Il a déjà participé notamment au Grand Prix de la Marseillaise cette année. Bon, c'était un petit peu trop dur pour lui, 125e. Donc voilà, je suivrai ce coureur que j'avais bien aimé l'an dernier, coureur qui n'est pas du tout du Pays Basque parce qu'il est né à Bordeaux. Paul Hennequin, et qui était un pur produit de l'équipe Nice Métropole, parce qu'il avait été également dans le club amateur de cette formation. David Decker,
c'est une énigme, hein, David Decker. L'an dernier, c'était pas foufou. Alors, en 2023 non plus, mais il y avait eu ce podium sur le Tour d'Italie où on s'était dit, ah bah tiens, on a peut-être retrouvé un petit peu David Decker. Je rappelle que là, l'an dernier, c'est une 3e place à Jean-Pierre Montserrat, 8e sur un sprint autour de la Provence, 3e à Saint-Jean-de-Mont sur le Région Pays de la Loire Tour, et après 7e du ZLM Tour, avec l'équipe continentale. Que dire de David Decker? C'est une énigme comment ce coureur est devenu invisible alors que c'était une pépite quand il est arrivé chez Visma. C'était un coureur qui était une pépite quand il arrive chez Jumbo Visma, et comment ce coureur a disparu. Voilà, j'en ai même craché. Mais c'est vrai que c'est une énigme, David Decker, c'est une énigme parce que il était très fort, très intéressant. Je me souviens notamment en 2021, je me souviens de son UAE Tour, par exemple. Et là, on se disait, ah, on a un futur crack quand même avec David Decker. Et il a complètement disparu. Voilà. Aujourd'hui, David Decker, ça fait plus du tout rêver. Alors, est-ce qu'il n'a pas supporté la pression? Est-ce qu'il y a eu peut-être des blessures hein, aussi dans ces années-là qui ont fait qu'il a un peu disparu, mais il est plus, enfin c'est plus un coureur redoutable. Moi je me disais même, je le voyais pas rester même en 2e division, hein, David Decker. Alors je me disais, il serait peut-être chez Unibet, par exemple. Bon, il a trouvé refuge chez Euskaltel, mais bon, il est fait 16e au Trophée au Palma, ce qui est presque quand même mieux que d'habitude, mais c'est vrai qu'un sprinter chez Euskaltel, c'est quand même compliqué. Alors je me dis qu'avec Paul Hennecquin, ça peut peut-être faire un duo qui peut fonctionner pour ces deux coureurs-là, mais il faudra déjà retrouver de la confiance, déjà 27 ans, et puis il va falloir se montrer, parce que c'est vrai que sinon ça sera compliqué de rester coureur professionnel, mais lui qui était si prometteur en début de carrière, comment il a pu disparaître autant quelques années après? Ouais, ça reste une grosse énigme. 3e du Samin à 22 ans. Voilà, c'est assez surprenant quand même, hein, qu'il ait autant disparu aujourd'hui. Il a pas réussi à accéder au monde professionnel. Enfin, il n'a pas réussi à être efficace chez les pros. Berasturi, peut-être dernière année de carrière, hein, Berasturi qui a 35 ans, bientôt 36. Coureur qui avait démarré dans la réserve de la Euskaltel avec l'équipe Orbea, qui a connu la Euskaltel première génération, qui a connu la Euskaltel deuxième génération aussi. Ça, ils sont pas nombreux à avoir fait ça. Coureur qui a également été au Japon, qui voilà, a été dans plein de lieux différents. Je savais pas que Loïc Chetou était passé par Euskadi quand l'équipe était en continental. Ouais, je savais pas. Il avait été stagiaire, hein, Loïc Chetou à l'époque, mais du Pays Basque. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, à Berasturi, il arrive à faire encore des coups, notamment sur la Vuelta, sur le Tour de Burgos. C'est plus forcément le sprinter le plus régulier, mais au moins il peut t'apporter des points UCI. Et pour Euskaltel, pour rester dans le top 30 UCI, encore une fois, enfin pour intégrer ce top 30, il faut marquer des points. C'est pas un mauvais sprinter à Berasturi, il a jamais réussi chez Trek, ce qui pour moi est une énigme. Alors peut-être qu'il n'arrivait pas parce que c'est un mec qui parle peut-être qu'espagnol, mais c'est vrai que chez Trek il s'en était pas sorti. C'est un coureur qui a connu donc les deux équipes à Euskaltel, qui a été également dans le team Ucho au Japon. Belle équipe, le team Ucho. Et c'est rare quand même un coureur qui part comme ça au Japon qui arrive à revenir en Europe. C'est très compliqué parce que souvent tu deviens invisible pour les yeux des recruteurs européens. Et puis, vainqueur du circuit de Gate Show, beaucoup de victoires sur des courses asiatiques notamment. Il a quand même 15 victoires chez les pros, mais pas forcément sur des grosses épreuves. L'an dernier, c'est quand même 312 points UCI.
pour Euskaltel, ça reste le pourvoyeur numéro 1 de points aujourd'hui à Berasturi, avec pas mal de places d'honneur sur la région Pays de la Loire, le Tour de Hongrie, sur le Tour de Castille et Léon également. Et puis en tout début de Vuelta, où il avait pris 2 top 10 avant d'abandonner assez vite. Donc forcément on va le suivre. Dernière année je pense chez les professionnels pour Aberasturi, mais ça aurait été un coureur assez intéressant. 15 ans de carrière, malgré peu d'années en World Tour, 15 ans de carrière, parce qu'il a fait que 3 ans en World Tour. C'est pas si souvent que ça. Et puis il aura pour tâche également d'entourer les coureurs les moins expérimentés. Hein, ça sera aussi son job à Berasturi. Iker Bonillo, bah, c'est peut-être le jeune le plus prometteur aujourd'hui de cette équipe. 7ème d'une étape du Tour de Langkawi l'an dernier. Je l'avais vu également au Grand Prix du Morbihan, où il avait pris une échappée. Je crois que c'était sur cette course-là où je l'avais vu en échappée. Je m'étais dit, ah, lui, il a un bon petit niveau. Il a été présent également au championnat d'Europe. Coureur qui a couru 37 jours de course, hein, mais ça reste un coureur qui a une vingtaine d'années, qui était passé par la Bardiani. Et voilà, il est passé par l'Italie avant de rejoindre Euskaltel Euskadi. Pour moi, c'est le coureur le plus prometteur de cette équipe, chez les jeunes. Ils n'ont pas beaucoup de jeunes vraiment talentueux, à part Paul Hennequin et je dirais Iker Bonillo. Donc on va le suivre cette année, on espère une progression dans les résultats, et puis pourquoi pas le voir dans des équipes un petit peu plus grosses dans les années à venir. Et puis Godson Martin, également, jeune coureur qui a désormais 28 ans. Hein. C'est vrai que c'est un coureur qui est depuis le départ dans cette structure, Godson Martin. C'est un sprinter puncher pour moi, Martin. C'est un coureur qui a une grosse pointe de vitesse, qui est capable d'obtenir des résultats sur des sprints en boss. Pas mal de résultats en France, notamment sur les Coupes de France, également sur quelques courses en Espagne. Bon bah voilà, on va le suivre parce que c'est là aussi l'une des meilleures cartes pour marquer des points du côté de sa structure. L'an dernier, ça n'avait pas été folichon, mais en 2023 par exemple, c'était un coureur qui avait marqué 200 points UCI, qui avait fini 6ème de la classique Loire-Atlantique du côté de la Foissière, équipe course qui n'aura pas lieu cette année. On regarde tout de suite le maillot 2025 de cette formation. Quelques évolutions, hein. On perd le drapeau basque notamment, et les quelques motifs qu'on avait sur le bas du maillot, pour repartir sur un orange avec un léger dégradé, hein, mais on repart sur un orange beaucoup plus uni. Voilà, du côté de ce maillot, avec quand même, j'ai l'impression, sur les manches, vous avez peut-être un motif basque. Je vais regarder ça. Non, c'est juste ses sponsors. Mais voilà, un maillot qui repart sur du classicisme. Après, c'est tellement des couleurs iconiques, hein, la Euskaltel, la Euskadi, qu'on peut se contenter seulement du orange. Et puis l'avantage, c'est qu'en plus, Saint-Michel Aubert 93 ayant changé ses couleurs, il y aura moins de confusion possible pour cette équipe. Allez, j'espère que vous avez aimé cette vidéo. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à réagir dans les commentaires, à mettre un pouce bleu. Puis nous, on se retrouve pour de nouvelles aventures sur Amec Productions. Ciao, ciao!